Ken est un garçon ordinaire, invoqué par accident dans un autre monde en tant que guérisseur faible, mais quand une maman puissante et très pulpeuse le soumet à un entraînement brutal, il devient surpuissant et atomise le seigneur démon. Tout commence quand Ken rentre du lycée en constatant la médiocrité de sa vie. Il se met à pleuvoir, il se réfugie dans le vestiaire et le duo le plus populaire de l'école, Suzune et Kazuki, remarque qu'il n'a pas de parapluie, lui en donne un et propose de le raccompagner. En chemin, Ken s'émerveille qu'on traite si bien un perdant comme lui alors qu'eux sont populaires. Mais Suzanne et Kazuki s'arrêtent soudain en entendant des clochettes, tandis que Ken, qui n'entend rien, pense que c'est Dalulu. Quelques secondes plus tard, un cercle magique apparaît sous leurs pieds et ils sont téléportés devant un roi nommé Lloyd, qui leur annonce qu'ils ont été invoqués pour devenir des héros et combattre l'armée du Seigneur Démon. À l'annonce, Suzune est ravie, tandis que Kazuki exige d'être renvoyé dans son monde d'origine pour pouvoir effacer son historique de navigation. Quand Lloyd lui dit que l'invocation ne fonctionne que dans un sens, Kazuki s'énerve jusqu'à ce que le roi se mette à genoux et promet de chercher un moyen de les renvoyer. Il les supplie aussi de l'aider en attendant, mais Kazuki lui rappelle qu'ils ne sont que des étudiants ordinaires. C'est alors que la magicienne de cour de Lloyd explique que la magie d'invocation cible ceux qui ont l'aura du personnage principal, car seuls les talents exceptionnels entendent les cloches d'appel. En entendant ça, Ken avoue qu'il n'a rien entendu et réalise enfin qu'il a été invoqué par erreur. Le système est buggé. Plus tard, la magicienne demande aux héros de tester leur affinité magique avec une boule de cristal et Suzune s'empresse d'y aller la première. La boule s'illumine en jaune, la magicienne lui annonce qu'elle a le pouvoir de Zeus en elle, ce qui la fait sourire. Kazuki touche à son tour la boule qui devient blanche et la magicienne lui dit qu'il possède la magie de lumière, que les démons craignent, comme vous, les losers puants qui avaient peur de prendre une douche. Enfin, Ken pose la main et la boule devient verte. Mais quand il regarde la magicienne pour des explications, elle lui prend la main et court, paniqué, vers la salle du trône. Et en l'informant, Lloyd lui dit anxieusement à Ken qu'il doit quitter ce royaume pour son propre bien. Mais Ken est perdu, tout va trop vite pour son cerveau de petit pois. Juste à ce moment, une maman pulpeuse aux cheveux verts, Rose, défonce la porte et la musique de boss d'Elden Ring retentit. Elle entre comme si de rien n'était et demande à Lloyd où en sont les héros, mais Lloyd est trop tétanisé pour aligner deux mots. Le mage de la cour parle pour lui, annonçant à Rose que les héros attendent dans l'autre pièce, ce qui la pousse à partir. Pourtant, Ken, confus, demande au roi ce que signifie que la boule devienne verte, et toute la salle panique à nouveau. Rose entend ça et revient pour l'empoigner, mais Lloyd ordonne vite au mage de la cour d'éloigner Ken pour le mettre à l'abri. Il le scelle aussitôt dans une bulle et l'expédie, mais Rose fonce derrière et parvient à l'attraper. Elle annonce alors au roi qu'elle le formera pour en faire un vrai Giga Chad, l'emmène et personne n'ose l'en empêcher. Plus tard, le mage de la cour confie à Suzune et Kazuki que Ken a une affinité pour la magie de guérison plus rare qu'un mouton rose dans Minecraft. Rose elle-même fait partie de ces rares soigneuses et l'a emmené pour le former comme subordonné. Mais le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop sévère. Cette nuit-là, Rose informe Ken qu'elle le recrute dans son équipe de secours avant de le présenter à sa bande d'esclaves. Les garçons se mettent tout de suite à l'effrayer, mais elle leur ordonne d'être gentils et dit à Ken de se préparer pour l'entraînement du lendemain. Sans autre choix, Ken accepte et va se coucher, sans savoir que Rose compte le malmener sans mot de sécurité. Le lendemain, Suzune et Kazuki vont chez Rose pour prendre des nouvelles de Ken, et il leur dit qu'il est exactement là où il veut être. Les deux sont soulagés, Suzune lui souhaite bonne chance en ajoutant qu'elle commence son entraînement aujourd'hui. Ken lui répond qu'elle en jette dans sa tenue, et après que Kazuki a remercié Ken pour sa motivation, ils retournent au palais royal. Une fois partie, Rose apparaît et Ken se met à trembler devant sa présence terrifiante. Elle lui tend un carnet et lui demande d'y consigner son programme d'entraînement quotidien jusqu'à noter ce qu'il ressent. Plus tard, il retrouve Rose au terrain d'entraînement et elle lui demande de ressentir une chaleur près du cœur. Elle précise que c'est son mana et qu'il doit le canaliser pour lancer sa magie, mais il en est encore très loin. Après, elle lui dit de lire un livre, mais Ken réplique qu'il ne comprend pas la langue de ce monde. Pourtant, en ouvrant l'ouvrage, il se rend compte qu'il peut lire, et Rose explique que tous les héros ont un traducteur automatique préinstallé. Elle lui montre alors la frontière entre le royaume de Linder et le territoire démoniaque, ajoutant qu'il doit lire ce livre pour en savoir plus sur ce monde. Le lendemain, elle le fait courir des kilomètres, puis en côte pour muscler ses gambettes de poulet.
Ken s'épuise et s'effondre, ce qui pousse Rose à lui marcher sur l'orteil pour l'engueuler. En haletant, il réalise soudain que toutes ses courbatures ont disparu, Rose expliquant qu'elle a utilisé la magie de guérison pour le remettre d'aplomb. Elle lui ordonne alors de bouger son sale derrière et Ken recommence à courir pendant plusieurs jours, progressant lentement à chaque sortie. Un jour de pluie, il tombe face contre terre et devient encore plus crasseux, mais Rose lui intime sèchement d'arrêter de traîner. Ça met Ken en colère, mais il voit sa main luire et comprend que l'entraînement fonctionne. Le lendemain, Rose laisse ses empreintes sur ses gâteaux, signifiant qu'il ne progresse pas assez et qu'elle va le faire bosser plus dur. Dès lors, Ken passe au grill quotidiennement au point d'apprendre la magie de guérison juste pour tenir. Quelques jours plus tard, il use de sa magie pour ne jamais être fatigué et court même avec les autres élèves de Rose. Malgré tout, Rose demeure dure avec lui et il jure de lui faire manger la poussière en devenant plus fort. Le lendemain, elle lui offre enfin une pause de la course et le fait faire des pompes. Et il emploie la magie de guérison pour remettre ses muscles à neuf à chaque douleur. Voyant cela, Rose lui avoue enfin qu'elle l'entraîne ainsi pour qu'il puisse fuir l'ennemi au plus vite. Elle ajoute que sa tâche sera de transporter ses alliés blessés en lieu sûr et qu'aller plus vite signifie sauver plus de vies. Avec cette nouvelle compréhension, Ken continue de s'entraîner et enchaîne courses et pompes la même journée. Juste au moment où il commence à y arriver, Rose lui fait porter des poids en plus, le ramenant au point de départ. Le lendemain, un des autres apprentis, appelé Tong, mange son déjeuner et ça met Ken tellement en colère qu'il se met à courir après lui, même avec des poids en plus. Une semaine plus tard, Kazuki et Suzanne lui rendent une visite surprise et le trouvent en train de faire des pompes avec un bloc de béton et Rose sur le dos. Quand il ralentit, Rose commence à la ramener, mais Ken en a assez et la remballe. Elle le punira en lui laissant retomber un autre bloc de béton sur le dos et lui, sans broncher, encaisse et fait une pompe. Voyant ça, Rose finit par reconnaître son existence misérable et lui annonce qu'il est promu de sale à ordure. À ça, Suzune se met à baver devant ses muscles épais tandis que Kazuki s'inquiète pour son bien-être. À ce moment, le commandant de la nuit Sigillus saisit Rose par la gorge et la sermonne pour avoir gâché l'avenir prometteur d'un jeune homme, mais elle lui intime de déguerpir. Ken est son élève et elle l'entraînera comme bon lui semble. Elle ajoute qu'elle compte faire de Ken son bras droit parce que c'est un sacré coriace qui a survécu à tout son entraînement. Ken n'en revient pas qu'elle le couvre de louanges. Puis elle lui dit de prendre une pause pour retrouver ses amis. Ils se reposent sous un arbre où Ken remarque qu'ils sont accompagnés d'une chaudie blonde. Elle se présente comme la princesse Célia et Ken tombe à genoux en s'excusant d'avoir été trop familier. Célia dit préférer les formes et sort ensuite une tarte alléchante à partager avec tout le monde. Kazuki demande alors à Ken s'il subit un entraînement aussi brutal tous les jours, mais Ken répond que celui d'aujourd'hui a été en fait plutôt léger. Kazuki lui explique ensuite son propre emploi du temps, précisant que ses mentors prennent grand soin de leur santé. Quand Ken dit que Rose le tabasse sans pitié tous les jours, Suzune relève son t-shirt et bave devant ses abdos, ce qui réveille sa petite voix intérieure. Kazuki lui demande comment il fait pour rester si normal malgré tout, et Ken avoue qu'au début il voulait fuir mais qu'il a fini par aimer sa nouvelle routine. Il lui montre alors sa magie en déclarant qu'il veut être utile comme eux. Suzune lui demande s'il lui ferait une RCP si jamais elle était en difficulté, mais Ken est persuadé qu'elle n'en aura pas besoin, elle n'est pas normale. À ce moment-là, Tong lui apporte à manger, mais Ken lui lance un regard meurtrier. Il lui avait piqué son déjeuner tout à l'heure, et ça déclenche une bagarre entre eux. Célia s'inquiète pour Ken, mais Kazuki lui répond que tout va bien, que pour Ken c'est un mardi normal. Suzune approuve, remarque que Ken a l'air heureux ici, et il décide de rentrer au château pendant qu'il profite de son combat avec son nouveau copain. Cette nuit-là, sous la douche, Ken repense à Suzune qui bavait sur lui et réalise qu'il est vraiment devenu musclé. Ouais mec, malgré ce corps d'athlète, Ken se demande si son esprit est à la hauteur. Le lendemain, au petit déjeuner, Rose lui balance un sac lourd en pleine figure, sa façon très officielle de l'inviter à sortir. Elle l'emmène ensuite à la frontière, fait peur aux gardes pour qu'ils les laissent passer. Bientôt, ils atteignent une forêt appelée Darkness of Linger, et elle explique qu'elle est pleine de monstres et qu'il ne peut pas revenir tant qu'il n'aura pas traqué un grand grizzly. Ken pique une crise. Les grands grizzlies, c'est l'équivalent du boss final des ours, mais Rose lui dit qu'il gère puis le catapulte dans la forêt. En chute libre, Ken panique un instant avant de se rappeler qu'il est le protagoniste.
Il utilise donc ses pouvoirs de guérison pour amortir la chute et éviter de se briser les os. Ensuite, il se motive en se disant que c'est du gâteau pour lui. Mais un énorme ours blanc surgit et le ramène brutalement à la réalité. Alors qu'il court pour sauver sa peau, il repense à tout l'entraînement qu'il a reçu et décide de se battre. Sauf que 2 ours bleus se joignent à la chasse. Ken repart en courant et se retrouve au sommet d'une cascade. Il saute en bas et parvient à semer les ours. Trempé, il se pose sur une branche, attend que ses vêtements sèchent en mangeant un peu et comme le soleil se couche, il décide d'en rester là pour aujourd'hui. Le lendemain, il marque son camp et part dans la forêt, ajoutant des repères au fur et à mesure pour retrouver son chemin. Après quelques recherches, il tombe sur un arbre griffé et se met immédiatement sur ses gardes. À ce moment-là, il voit un lapin sortir d'un fourré, le pauvre est blessé. Ken utilise sa magie de guérison pour le remettre d'aplomb, puis repart à la chasse aux ours, seulement pour se rendre compte que le lapin le suit. Il lui dit de déguerpir parce qu'il est pourchassé par des monstres, pour découvrir que le petit le conduit jusque dans la base des ours. Après avoir trouvé leur tanière, il va à la rivière chercher de l'eau, mais le lapin le rejoint encore, alors Ken décide d'en faire son ami. Plus tard, alors qu'il regarde les ours dormir et se surprend à apprécier le calme, il tombe malade le lendemain à cause de l'eau de la rivière. Sa magie de guérison ne marche pas et alors qu'il souffre, son ami lapin revient le réconforter. Le lendemain, le lapin mène Ken à un étang où l'eau est potable. Pendant que Ken inspecte l'endroit, le lapin s'affole et grimpe à un arbre. Ken le suit pour voir et découvre un serpent géant dégoulinant de sang, l'air assoiffé de meurtre. En voyant ça, Ken est si terrifié qu'il en oublie de respirer et se jure de rester loin du serpent. Quelques jours plus tard, il observe encore les ours et même s'il trouve cette famille mignonne, il sait qu'il devra s'en débarrasser pour rentrer chez lui. Le lendemain, il décide enfin d'affronter l'ours, mais en allant chez eux, il découvre qu'ils ont déjà été éventrés. En regardant les marques, Ken comprend que c'est l'œuvre du serpent géant qui ne cherchait pas à les manger mais à les chasser pour le plaisir. Il repère alors un ourson vivant sous les décombres et le voir pleurer ses parents morts le touche profondément. Il promet donc à l'ourson qu'il vengera ses parents. Pendant ce temps, Suzune et Kazuki vont voir Rose pour savoir où est Ken et découvrent qu'il s'entraîne dans la forêt depuis 10 jours. Kazuki s'inquiète. Ken est parti depuis plus longtemps que ton père quand il disait « j'arrive », mais on lui répond que c'est Rose qui commande ici. Ils ne peuvent pas ramener Ken sans son feu vert. Sur le chemin du retour, il confie ses craintes à Suzune qui lui assure que Ken est protégé par l'armure scénaristique et reviendra bientôt. Pendant ce temps, Ken se fabrique une lance en bois et demande à son ami lapin de le conduire au serpent. Le petit accepte à contre-cœur. Après un long trajet, Ken localise enfin le serpent mais est choqué de voir que l'ourson est aussi venu pour se venger. Malgré la peur, Ken se dit qu'il a vu pire et fonce sur la bête, lui crevant un œil comme un ballon. Le serpent, fou de douleur, le projette contre un arbre mais Ken se soigne par magie et sort son couteau pour se défendre. Quand le serpent le mord au bras, il brave la douleur et le transperce de l'intérieur, ce qui le fait lâcher prise. Soudain, il sent le venin courir dans ses veines et malgré n'avoir jamais soigné d'empoisonnement, il s'en sort comme par miracle. Quand le serpent attaque de nouveau, l'ourson aide Ken, ce qui lui permet d'atterrir sur la tête du reptile. D'abord un coup brutal pour l'assommer, puis il enfonce sa lance en bois dans le crâne et renvoie le serpent auprès du bon Dieu. Après ça, l'ourson se blottit contre Ken, mais celui-ci ne peut plus bouger après tous ses coups. À cet instant, il comprend que chaque boss dans Sekiro a une phase 2 et il voit le serpent revenir à la vie. Incapable de bouger, Ken commence à insulter Rose, celle qui l'avait envoyée au casse-pipe, mais elle surgit à la dernière seconde et écrase la tête du serpent d'un seul coup. Ken se demande comment elle est arrivée là, puis découvre que le lapin qu'il avait apprivoisé est en fait le Kukuru, l'animal de Rose envoyé pour l'espionner. Elle précise qu'elle était dans les parages tout le temps au cas où Ken aurait besoin d'aide, et qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il tombe sur une bête aussi énorme. C'est une création du seigneur démon, et Sigillus n'a pas pu l'achever lors de la dernière invasion, alors elle s'est réfugiée dans la forêt. Elle n'imaginait pas non plus que le serpent puisse vaincre 2 grizzlies. Un seul peut déjà mettre à terre une unité d'élite. Ken comprend enfin que ces hommes étaient condamnés d'emblée, mais Rose explique qu'elle ne cherchait pas la victoire, seulement à lui apprendre à survivre face à un adversaire bien plus fort. Pourtant, Rose avoue s'être prise au jeu de tester les limites de Ken et avoir attendu la dernière seconde pour intervenir. À ce moment, l'ourson grogne contre Rose et Ken réalise qu'il a maintenant un ami. Sur ce, l'ours le porte sur son dos car il ne peut toujours pas bouger et Rose annonce que Ken a brillamment passé l'épreuve. Une fois dehors, elle lui dit qu'il est apte à la rejoindre au champ de bataille et qu'il a une chance de s'en sortir vivant.
Quand il demande de quoi elle parle, elle lui révèle que le seigneur démon va bientôt attaquer leur royaume. Rose lui dit qu'il sera en première ligne dans l'avant-garde et quand il s'étonne de ce que feront les autres guérisseurs, elle répond qu'ils ont des rôles différents. Ken dit qu'il est loin d'être aussi costaud qu'elle, mais Rose réplique qu'ils ont encore le temps et qu'elle va lui botter les fesses pour le remettre en forme. Pendant ce temps, le seigneur démon convoque Amelia, une commandante très bien dotée, qui lui annonce que les forces sont prêtes à attaquer le royaume de Linger. Le seigneur démon lui rappelle que malgré leur succès précédent, les humains ont réussi à leur échapper. Il attend donc qu'elle fasse de son mieux. Après l'avoir rassurée et juré qu'elle réussira, elle se dirige dans les couloirs pour pousser un soupir de soulagement. C'est alors que le docteur Ireluk débarque et commence à la taquiner. Quand elle s'éloigne, il lui dit qu'il a créé un nouveau prototype de démon, ce qui pique sa curiosité, et elle se rend dans son labo où il lui montre un monstre serpent géant nommé Baljinak. Amelia se souvient qu'il en avait déjà fabriqué un similaire qui avait disparu lors de la dernière invasion. Ireluk revient sur ce qui s'est passé et explique qu'il a rendu celui-ci encore plus puissant, ce qui, selon Amelia, sera parfait contre les ravisseurs. Elle parle des médecins qui transportent les blessés à l'arrière et évitent les morts, et leur chef, Rose, est l'épingle dans son pied qu'elle n'arrive pas à retirer. Amelia veut vaincre Rose, mais on l'a nommée commandante de l'invasion et elle ne peut pas combattre en première ligne. Elle choisit donc un chevalier noir au look badass pour la remplacer. Le lendemain, Ken se réveille dans son lit moelleux, tellement nostalgique que le grognement de tongs lui paraît de la musique. Puis il va à la remise nourrir son nouvel ours de compagnie. Mais quand Kukuru réclame aussi à manger, il lui dit d'aller voir ailleurs parce qu'elle l'a piégé pendant l'épreuve. Pourtant, Kukuru se blottit contre lui, il abandonne son air fâché et la nourrit aussi. Il décide alors d'appeler l'ours Blurine, mais Rose arrive et constate qu'il est pire qu'Elon Musk pour choisir des noms. Elle révèle aussi avoir obtenu l'autorisation du roi pour garder l'ours, qui restera toutefois la propriété de l'équipe de secours. Elle lance un sourire à Blurine et menace d'en faire son déjeuner s'il se relâche, ce qui fait se cacher le pauvre ours. Plus tard, Rose fait porter Blurine à Ken posé sur des poids supplémentaires en expliquant que c'est pour simuler ce qu'il vivra au combat. Alors que Ken commence à avancer en pensant que ce sera facile comme tout, il se fait soudainement attaquer par Tom et les autres de l'équipe de secours. Se demandant ce qui se passe, il lui explique qu'il simule le champ de bataille, ce qui le pousse à courir encore plus vite. Il se fait de plus en plus souvent prendre en embuscade. Après 4 heures à esquiver et à courir, Ken finit par s'effondrer d'épuisement et juste à ce moment, Rose apparaît en souriant pour lui dire qu'au lit, elle tient plus longtemps que lui sur le terrain. Après avoir ressuscité ses muscles par magie, elle lui ordonne de se reposer car il devra y retourner. Peu après, Ken porte Bluran autour du château, mais tout le monde fait comme si c'était normal, ce qui le laisse pantois. Il s'arrête chez une vendeuse de fruits et demande pourquoi tout le monde reste si calme alors qu'il transporte une créature. Elle lui répond qu'ils savent qu'il vient de l'équipe de secours et qu'on a l'habitude de voir leurs congénères s'entraîner tous les jours. Il remercie la dame et repart, mais une fille chat nommée Amoko montre de l'intérêt pour lui. Pendant ce temps, alors que Ken continue de courir, un type blond le repère et se met à courir après lui pour attirer son attention. Après que l'homme est tombé de tout son long, Ken le remarque enfin et lui guérit la jambe avant de lui demander pourquoi il se ridiculisait. L'homme se présente, Orga, l'un des soigneurs de l'équipe de secours qui s'entraîne avec les autres héros. Orga le complimente d'avoir tenu l'entraînement de Rose, avouant que lui et sa sœur n'y seraient donc pas parvenus. Ils sont donc venus en ville et ont monté une clinique, et quand Ken lui demande pourquoi il s'est effondré tout à l'heure, Orga admet qu'il est assez nul pour se soigner lui-même. Pourtant, lui et sa sœur ont toujours aidé l'équipe de secours quand il le fallait. Cela rappelle à Ken les paroles de Rose et Orga précise qu'il restera à l'arrière pour attendre que Tong et les autres ramènent les blessés. Ken avoue qu'il sera en première ligne et se demande s'il tiendra vraiment là-bas. Orga lui révèle que seuls les chevaliers les plus forts vont devant et qu'ils sont souvent laissés pour morts une fois tombés si les soigneurs de première ligne n'interviennent pas. Il sait que c'est l'un des jobs les plus durs, donc il est sûr que Rose ne lui demanderait pas d'y aller sans avoir une confiance totale en ses capacités. Ken le remercie pour le moral et s'apprête à partir, mais Orga le prie de ne pas haïr Rose, car au fond, c'est une petite faux-folle. Sur ces paroles, Ken s'élance pendant que la sœur d'Orga, Ururu, arrive en le grondant pour son retard. Ken atteint la porte du château, demande la permission d'entrer et le garde le laisse passer parce que Rose les a déjà prévenus. À l'intérieur, ils tombent sur Suzanne et ils prennent tous les deux une pause dans leurs entraînements pour discuter. Ken remarque que sa main est couverte d'échymose, la saisit doucement et utilise sa magie de guérison pour la rafistoler.
En voyant ça, Suzanne rougit, flattée qu'il soit venu la voir, jusqu'à ce qu'il ajoute qu'il est aussi venu voir Kazuki. Là, elle comprend enfin pourquoi il était ce puceau solitaire au lycée. Elle lui explique ensuite que Kazuki est avec le commandant Siglas à la frontière où il chasse des monstres pour gagner de l'expérience de combat. Quand Kazuki rentrera, ce sera elle qui partira en chasse et Ken sait qu'elle va s'éclater. Elle était surexcitée à leur arrivée. Après ça, il porte à nouveau Bluran et s'en va, laissant Suzune savourer comme ils sont vite devenus bons amis. Plus tard dans la nuit, Ken rentre, couche Bluran et trouve Rose en train de regarder la lune. Il s'approche d'elle et avoue qu'avant aujourd'hui, il était monsieur râleur quand il a appris qu'on l'enverrait au front, mais qu'à présent, il a un nouvel objectif, protéger ceux qui lui sont chers, comme Suzune et Kazuki. Il s'entraînera donc encore plus dur demain. Voyant sa détermination, Rose lui prodigue des encouragements et il se sent revigoré, enfin intégré à l'équipe, puis le lendemain, elle le réveille pour lui annoncer qu'il a été convoqué par le roi pour rejoindre Suzune hors du château. En chemin, Ken demande pourquoi ils ne rejoignent que Suzune et pas Kazaki. Rose explique qu'il avait refusé la dernière fois parce qu'il était blessé et qu'elle n'a pas pu refuser cette fois. Elle dit donc à Ken qu'il n'est là qu'en tant que mesure de sécurité, qu'il ne doit pas faire le héros. Peu après, il retrouve Suzune à l'extérieur du château et elle est ravie de revoir Bluran. Elle lui présente aussi ses coéquipiers, Haruku le chevalier et Corinne la mage, et Ken réalise qu'il a déjà vu Haruku, qui révèle en fait qu'il travaille comme portier du château. Au milieu des politesses, Rose rappelle sévèrement à Suzune que la magie de soin de Ken guérit blessures et poisons mais ne ressuscite pas les morts. Elle doit donc rester prudente. Puis, avant de partir, elle se tourne vers Ken et lui dit de ne pas la décevoir comme il a déçu ses parents. Pendant ce temps, Kazuki s'entraîne à l'épée quand il arrive et la gronde de ne pas assez se reposer. Il lui assure qu'il va bien et se fait même les muscles pour le prouver. Ce geste réveille quelque chose de primal en elle et elle s'enfuit toute gênée. Ensuite, Ken et les autres entament leur périple vers les ténèbres de Langer, la même forêt où Ken était il y a quelque temps. Ils se demandent si Bluran n'éprouverait pas un peu de nostalgie d'y retourner, mais là, Suzanne remarque qu'il dort et tente de le caresser comme une folle. Ken chasse sa main d'un geste et lui demande si elle a reçu un coup ou si elle a toujours été aussi idiote. Elle s'agace parce qu'il la prend pour un pote et quand Bluran se réveille de tout ce babillage, Ken lui ordonne de marcher sur ses propres pattes. Le bébé ours est encore très somnolent. Voyant ça, Suzanne propose de le porter sur son dos, mais dès qu'il s'y installe, elle se retrouve écrasée sous son poids. Plus tard, ils reprennent la route et Suzanne s'excuse auprès de Ken de lui avoir déjà fait utiliser sa magie de soin. À cet instant, Corin perçoit plusieurs présences devant eux. Ce sont de vilains bandits qui n'ont pas touché de femme ni bu d'eau depuis des mois. Ils exigent que Ken et la troupe remettent de tous leurs biens et Suzanne s'emballe à leur vue. Bluran apparaît alors derrière Ken et les bandits comprennent qu'ils sont mal embarqués. Quand l'un d'eux menace d'en faire un paillasson, Pikachu s'emporte et lui envoie un coup de tonnerre. Alors que les autres chargent, elle les électrocute aussi, mais Corinne ressent soudain autre chose qui arrive. Très vite, ils sont pris en embuscade par une horde de sangliers d'automne, et malgré les efforts de Bluery pour aider, Ken et Suzune sont projetés en l'air. Ken utilise sa magie de soin pour assurer leur chute, mais ils atterrissent dans un ruisseau et il comprend aussitôt qu'ils sont au sommet d'une cascade. Il demande à Suzune de se préparer et la scène qui suit, c'est son réveil avec Suzune qui tente de le porter jusqu'à la rive. Elle promet de le protéger de sa vie, mais Ken lui rétorque qu'elle n'est pas sa poupée et elle le repousse. Après qu'il a soigné ses blessures, elle s'excuse de l'avoir mis dans ce pétrin et il la rassure en disant qu'il a déjà tenu tête à la sauvagerie. Comme le soleil baisse, il propose de dormir dans l'arbre comme la dernière fois, mais elle ne sait pas comment faire puisque ses parents ne la laissaient jamais. Ken se met à plaisanter en réalisant que Suzune est la fille d'Elon Musk et propose qu'il passe la nuit dans une grotte. Il lui demande alors de se changer et elle rougit s'imaginant devoir se dévoiler un peu. Plus tard, elle utilise sa magie dans la rivière pour attraper du poisson puis allume un feu de camp pour les cuire. Cependant, quand Ken enlève ses vêtements pour les faire sécher, elle tourne le visage vers le mur parce qu'elle a ses règles. À ce moment-là, elle aperçoit des petits singes craquant dans la grotte et, malgré l'avertissement de Ken qu'ils sont venimeux, elle les caresse, se fait mordre et force Ken à la soigner. Pendant ce temps, Kazuki apprend que Ken et Suzanne ont disparu et décide d'aller les chercher. Rose surgit et lui dit de se calmer. Ken est protégé par l'intrigue, il veillera aussi sur Suzanne,
De son côté, Ken remarque que Suzanne est somnolente et propose de monter la garde la nuit, mais elle insiste pour qu'il dorme d'abord. Il a trop usé sa magie de guérison. Peu après, il se met à pleuvoir et Suzune devient soudain mélancolique, lui demandant ce qu'il ressent d'avoir été invoqué dans ce monde. Quand il avoue qu'une petite part de lui regrette encore la maison, elle répond qu'elle ne voudrait jamais y retourner. Elle y était enchaînée par les attentes. Maintenant, elle est libre. Ken dit qu'il était lui aussi coincé dans une vie ennuyeuse et qu'il voulait un grand changement. Et vu à quel point sa routine a été brutalement bouleversée, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Voyant leurs points communs, Suzanne se motive à protéger le royaume et Ken la rejoint, disant qu'ils doivent oublier l'ancien monde et se concentrer à construire celui-ci. En l'entendant parler si sérieusement, elle remarque qu'il a mûri et qu'elle aime être près de lui. Ça réveille le Johnny Sins qui est en Ken, mais il est trop timide pour agir, alors il fait semblant de s'endormir, ce que Suzune trouve adorable. Le lendemain, ils repartent en forêt et entendent quelque chose s'approcher. Prêt au combat, ils découvrent que c'est Blue-Ran qui se jette dans les bras de Ken. Haruku apparaît aussi et s'effondre d'épuisement, expliquant plus tard qu'il en avait marre de courir après Blue-Rin qui avait flairé Ken. À ce moment-là, Blue-Rin capte une autre odeur et les conduit à l'endroit où ses parents ont été tués. Après leur avoir rendu hommage, Blue-Rin montre qu'il est prêt à repartir, mais Ken reste triste pour lui. Pourtant, Suzanne tend la main et propose qu'il rentre, que Ken accepte volontiers. En revenant au palais royal, Lloyd s'excuse de les avoir mis dans ce pétrin, mais Ken le rassure en disant que ce n'est rien, il a vu pire. Lloyd demande alors comment se passe son entraînement et Ken regarde Rose, nerveux, avant de lui dire qu'il savoure chaque jour parce qu'il craint qu'on lui casse les noix de coco. Ken et Suzune sont ensuite renvoyés, mais ils s'interrogent quand Rose et Siglas doivent rester à cause d'une affaire importante. À ce moment-là, Kazuki arrive en courant avec Celia et les gronde de l'avoir fait s'inquiéter, mais Ken et Suzune se comportent comme s'ils sortaient d'un parc d'attractions, ce qui le laisse perplexe. Assis dehors, Kazuki explique que Rose l'a empêché de partir à leur recherche, sûr qu'il s'en sortirait. Kazuki pense que c'est parce que Rose a foi en les capacités de Ken, alors qu'en vérité, Ken a subi bien pire et que la forêt est pour lui une promenade de santé. Ensuite, ils se mettent à parler de toutes les âneries de Suzune et Celia trouve ça craquant. Plus tard, elle confie à Kazuki qu'il paraît bien plus heureux avec ses amis. Il répond que c'est parce qu'ils viennent tous du même monde. Cela la rend triste, elle lui demande s'il y a de la place pour elle dans son cœur, puis le supplie de l'appeler par son prénom. Il accepte. Pendant ce temps, le roi est rejoint par Rose, Sigillus et le conseiller Sergio qui expliquent que les sangliers ayant attaqué le groupe du héros vivent au fond de la forêt et semblent fuir quelque chose. Lloyd estime que c'est l'œuvre de l'armée du Seigneur Démon. Il ordonne à Sigillus de préparer toutes les forces et demande à Sergio d'avertir les ministres. Il ne reste plus que Rose qui devine qu'on va l'envoyer repérer l'armée ennemie. Lloyd s'excuse de lui infliger cela, mais Rose accepte humblement, affirmant être la bonne personne pour la mission. Elle court même plus vite que ton père le jour où tu es né. Avant son départ, Lloyd lui demande de redevenir commandant comme autrefois, mais elle refuse, jugeant ne pas être à la hauteur. Même quand Lloyd tente de la réconforter, elle se souvient des nombreux soldats qu'elle a laissés mourir sous son commandement, et la cicatrice à son œil lui rappelle qu'elle n'est pas digne de commander. C'est pour expier ses erreurs qu'elle a créé l'équipe de secours. Mais elle poursuit un autre but, trouver un subordonné qui ne mourra jamais. Après des années de recherche, elle a trouvé le candidat parfait, protégé par une armure scénaristique si solide qu'il fait passer Rainer pour un amateur. Elle énumère toutes les qualités de Ken et affirme que sa plus grande vertu est de ne jamais abandonner. Peu importe tout ce qu'elle lui fait subir, soudain, elle se rend compte qu'elle parle trop, s'excuse et part en patrouille, puis la nuit, elle laisse un mot à Ken pour qu'il livre une lettre à un endroit précis pendant qu'elle s'absente pour affaires. Pendant ce temps, Emilia commande les démons pour construire un pont sous la pluie battante, mais le chevalier noir la prend pour une gamine agaçante, ce qui la met en rogne. Quand elle lui tient tête, il en a vite assez de ses jérémiades et s'en va. Luke arrive pour annoncer que le pont est presque fini, et elle se réjouit à l'idée d'écraser des crânes humains. Juste après, ces hommes repèrent un éclaireur humain, mais elle leur ordonne de ne pas se laisser distraire et de rester concentrés sur le pont. Pourtant, l'éclaireur lance une énorme poutre qui détruit le pont et Amelia lève les yeux pour voir Maman Rose, Farmer, son aura façon boss final. Cela la ramène au dernier combat qu'elles ont eu, mais Rose s'enfuit. Sa mission était juste d'éclaireur. Le lendemain, Ken porte la lettre en ville, passe devant le marchand de fruits rencontré plus tôt et attire l'œil d'Amoko. Bientôt, il arrive à l'adresse et tombe sur Oruru à la clinique d'Orga.
Oruru l'accueille, se présente et après quelques présentations, Ken en a vite assez de ses causeries et demande à voir Orga. Elle le conduit en salle d'examen où il voit Orga pratiquer la magie de soin, réalisant qu'elle le surpasse de loin. Ensuite, Ken remet la lettre à Orga. Pendant que Ruru et Ken parlent, il l'examine nerveusement puis la remet dans l'enveloppe. Oruru lui raconte alors comment elle et Orga étaient aux anges à l'idée d'avoir Rose comme mentor. Mais l'entraînement fut si brutal qu'elles ne purent suivre le rythme et durent partir. Elle note aussi que Rose semble bien plus heureuse qu'avant et Ken suppose que c'est parce qu'elle a trouvé un nouveau souffre-douleur, puis un habitant entre en courant pour signaler un accident. Il se précipite donc sur les lieux et trouve 3 blessés, chacun en prend un, et Ken réalise que c'est la première fois qu'il gère une blessure d'une telle ampleur. Il se demande s'il est prêt à affronter pire sur le champ de bataille. C'est alors qu'Orga lui adresse quelques mots d'encouragement et, se souvenant de ce que Kazuki lui a dit, Ken se concentre et soigne les blessés. Au retour, Orga et Ururu louent ses compétences et lui proposent même de donner un coup de main à la clinique s'il a un moment. Mais Ken a des choses de héros à faire, il s'en va, Ururu félicite Orga pour avoir calmé Ken, mais Orga devient soudain grave. Rose leur a demandé de se préparer à la guerre. Ça lui coupe le sourire. Orga dit qu'il s'inquiète pour Ken, qui n'a jamais combattu. Il suppose que Rose l'a formé pour ce jour, mais il veut aider et la rassure qu'ils s'en sortiront. Pendant ce temps, Ken prend des fruits et s'éloigne, mais Hamako le stoppe en débitant des sottises, le proclamant Messie. Quand il croise son regard, il a une vision, le chevalier noir découpant tous ceux qu'il connaît, Suzune et Kazuki inclus. Hamako lui lance qu'elle lui a rendu un énorme service et s'enfuit, mais la vision marque durablement Ken. Terrifié, il la poursuit pour des réponses, elle disparaît et le laisse désespéré. Ken va voir le portier pour savoir si on l'a vu, l'homme nie, Rose arrive, le portier prend peur et s'en va, puis quand quelqu'un lâche une remarque grossière la traitant de fléau, elle saisit Ken par le visage et le soulève pour le punir. Après l'avoir relâché, elle explique qu'elle faisait une patrouille et qu'elle a surpris l'armée du Seigneur Démon construisant un pont pour traverser la rivière vers Linger. Elle affirme l'avoir détruit. Quand Ken lui demande si elle sait ce que signifie reconnaître, elle le reprend de nouveau par le visage. Plus tard, en rentrant, Ken lui parle d'Hamako. Rose dit que c'est une renarde arrivée à Linger il y a 2 ans. Elle avait été enlevée par des trafiquants d'esclaves mais s'en est échappée toute seule. Elle ajoute que les demi-bêtes valent cher, d'abord pour les plaisirs qu'elles offrent, ensuite pour leur talent particulier, et Ken lui demande si ces dons incluent des illusions comme montrer des cauchemars ou un avenir terrible. À cela, Rose évoque les oracles du temps, des créatures bestiales un peu l'équivalent d'un Doctor Strange ici. Elles sont rarissimes et ne quittent jamais leur foyer et Ken prétend en avoir lu dans un livre pour ne pas éveiller de soupçons. Rose lui ordonne de filer chez lui pendant qu'elle va au palais rapporter ce qu'elle a vu. Lloyd la remercie d'avoir détruit le pont mais elle est convaincue que les démons seront chez eux dans quelques jours. Lloyd décide donc de parler au peuple le lendemain et demande à Sergio de tout préparer. Peu après, Suzune et Kazuki sont appelés au palais et en y allant, ils tombent sur Celia. Elle se comporte bizarrement avec Kazuki et leur ordonne de se dépêcher pour rejoindre le palais. Une fois partie, Suzune se demande si Kazuki a refusé de l'applaudir parce qu'elle avait l'air triste. Pendant ce temps, Ken n'arrive pas à dormir après ce qu'Hamako lui a montré et se demande si elle lui a vraiment montré l'avenir, puisqu'il pourrait le changer. À ce moment-là, il voit des lumières vives dehors à sa fenêtre et décide d'aller voir. Il découvre Kazuki qui l'attend dehors. Quand il se retrouve, Ken lui demande s'il est trop excité pour dormir, mais Kazuki se tait, ce qui pousse Ken à se demander s'il va bien. Kazuki révèle que le roi les a convoqués plus tôt et a dit que la guerre contre le Seigneur Démon allait bientôt commencer. Alors que Suzune était excitée, Kazuki s'est mis à bougonner comme un vrai trouillard et est allé se réfugier auprès de Ken. Il commence à trembler en avouant qu'il a peur de combattre et qu'il n'a même pas été bon durant l'entraînement. Il ajoute que les gens de ce pays ont été si gentils avec lui et qu'ils attendent beaucoup de lui, ce qui l'effraie encore davantage. À l'entendre, Ken dit qu'il trouve Kazuki vraiment cool, car jusque-là, il l'imaginait incapable d'avoir peur. Ken pense que les autres voient Kazuki de la même façon et que cette image le met sous pression. Mais il précise aussi que Kazuki n'a pas à répondre sans cesse aux attentes des autres. Kazuki demande alors à Ken ce qu'il ressent face à la guerre, et Ken répond qu'il partira au front pour sauver les autres. Il avoue aussi qu'il en a peur, mais qu'il a déjà pris sa décision et ne reviendra pas dessus. Kazuki dit, tout inquiet, qu'il pourrait y mourir et il ignore que Ken est en réalité le héros principal.
À ces mots, Kazuki se donne une claque, il s'est comporté comme un froussard toute la journée. Avec une nouvelle détermination, il promet de combattre pour protéger les autres. Ken lui dit de ne pas s'emballer, mais Kazuki est déjà décidé et le remercie de lui avoir remonté le moral. Après une session de bromance intense, Kazuki retourne au château et Suzanne surgit de sa cachette pour taquiner Ken. Ken sait pourtant qu'elle l'a suivi parce qu'elle s'inquiétait pour lui et elle l'admet. Ravi que Ken ait réussi à remonter le moral de Kazuki, Ken répète qu'il ne veut toujours pas que Kazuki se batte, alors Suzanne le saisit et lui demande s'il ressent la même chose pour elle. Ken répond que son cas est différent, elle a déjà décidé de rester dans ce monde. Elle admet qu'il a raison et file vers le château. Le lendemain, Lloyd informe ses troupes de la bataille à venir et les chauffe en leur rappelant qu'ils ont la puissance divine et l'esprit des animés à leur côté. Il ajoute que l'équipe de secours participera à la guerre et que leurs incroyables soigneurs veilleront à ce que personne ne meure. Après son discours motivant, Kazuki rend visite à Celia dans ses appartements et elle comprend qu'il était venu pour lui dire au revoir avant d'aller au combat. Elle lui sourit et lui souhaite bonne chance et Kazuki promet de revenir. Il l'appelle ensuite par son prénom comme elle l'avait demandé, ce qui la fait rougir et s'inquiéter pour lui tandis qu'il s'éloigne. Ce soir-là, chez Rose, Yuluru est tout excitée de retrouver Bluran qui ressemble maintenant à un ours adulte. Quand elle tente de le caresser, Bluran lui repousse la main, ce qui la rend triste. À ce moment-là, Ken voit Orga peiner apporter du matériel médical et accourt pour l'aider. Orga regarde alors Ururu et explique que c'est sa première bataille, qu'elle essaie de se distraire en faisant la bouffonne. Alors qu'ils discutent, Tong dit à Ken que Rose veut le voir et Ken commence à s'inquiéter pour ses gâteaux. Une fois dans sa chambre, elle lui rappelle son rôle sur le champ de bataille mais lui ordonne aussi de ne pas être maladroit avec ses soins. Ken demande ce qu'elle veut dire et Rose explique que s'il passait son temps à soigner des blessures mineures, il gênerait l'action. Elle lui glisse une boîte. Ken l'ouvre et découvre son propre uniforme de l'équipe de secours, ce qui le motive à bloc. Alors qu'il l'enfile, Rose lui dit sévèrement qu'il n'est pas immortel et que la pire chose sur le champ de bataille serait de ne pas tenir à sa propre vie. Ken répond calmement qu'il n'a pas l'intention de mourir, mais elle lui saisit le visage et lui ordonne fermement de ne pas faire l'idiot. Elle ajoute que si elle le surprend à faire l'idiot, elle l'éliminera avant l'ennemi. Ken promet donc de préserver sa vie avant tout. Sur ce, il quitte la pièce et malgré ce qu'Amako lui a montré, il jure de protéger Kazuki et Suzune. Peu après, l'équipe de secours part pour la frontière, car c'est là que la bataille aura lieu. Ken demande à Rose à quoi ressemblent ces démons et elle répond que ce sont des demi-humains qui leur ressemblent, mais sont bien plus forts. Elle lui demande alors s'il a peur, mais Ken répond que non. Elle l'a formé pour devenir un chef de raid. Il avoue qu'il est resté au début surtout pour la taquiner, s'attendant à ce qu'elle le gifle. Pourtant, Rose reste silencieuse, le cœur rempli des souvenirs de ses subordonnés tombés lors de la guerre précédente, puis elle décide de raconter l'histoire à Ken. Il y a 5 ans, elle commandait les chevaliers et Lloyd l'avait convoquée avec d'autres pour signaler des apparitions de démons près de la forêt. Même s'il n'y avait pas encore eu de victimes, Lloyd leur demanda de ne pas engager le combat. Après la réunion, Siglas questionna Rose sur son avis et elle laissa entendre que les démons pourraient envahir le royaume. Siglas partagea son inquiétude et lui dit qu'il préparerait ses hommes au pire, alors Rose décida de préparer aussi ses troupes. À ce moment-là, une de ses élèves, Hall, se mit à lui demander si les démons allaient vraiment envahir, et Rose lui donna une tape sur la tête pour espionnage. En rentrant, Hall assurait qu'elle pourrait facilement vaincre les démons, mais Rose lui ordonna de prendre ça au sérieux. De retour à la base, déjà assez agacée, elle somma ses élèves de s'entraîner plus dur. Ils en vinrent même à la malmener, la tenant responsable de ce qui allait leur arriver. Une semaine plus tard, Lloyd prévint Rose que les démons se rapprochaient et lui demanda d'aller en reconnaissance et d'engager si nécessaire. Cette nuit-là, elle annonça qu'il partirait demain reconnaître la forêt. Si certains étaient inquiets, la plupart trépignaient d'impatience à l'idée de combattre. Quand ils la taquinèrent et la bousculèrent en la traitant d'idiote, Rose les remit fermement à leur place en précisant que la mission était dangereuse et qu'elle les accompagnerait, ce qui remonta le moral. Le lendemain, l'escouade passa des heures à fouiller sans trouver de démons et décida de camper pour la nuit. On leur dit alors qu'ils s'enfonceraient plus profondément dans la forêt le lendemain et même si certains savaient que c'était risqué, ils acceptèrent parce qu'elle était leur commandante adjointe. Plus tard dans la nuit, Rose resta éveillée pour monter la garde, mais remarqua qu'Hall non plus ne parvenait pas à dormir. Elle l'invita près du feu et Hall lui demanda pourquoi on l'avait choisie comme adjointe alors qu'elle était plutôt ordinaire et Rose répondit que c'était parce qu'elle savait tout faire. Rose dit aussi à Hall qu'elle deviendrait la prochaine commandante après elle et Hall paniqua car c'était trop soudain. Elle avoua aussi qu'elle n'était pas faite pour le poste, qu'elle n'écoutait jamais personne et faisait toujours ce qui lui semblait juste. Jusqu'au jour où elle rencontra Rose qui s'en fichait complètement de sa morale et la recadra à grands coups jusqu'à ce qu'elle redevienne présentable.
épouvantable. Pour Rose, c'était un mardi comme les autres, mais Hall voyait les choses autrement. La plupart des gens auraient fini par en avoir assez de ces frasques, mais Rose ne l'abandonna jamais. Elle pense que les autres ressentent la même chose à propos de Rose, parce que c'est elle qui les comprend le mieux, et c'est pourquoi Hall croit que seule Rose peut être leur commandante. Entendant ça, Rose lui fit une petite tape sur le front et la traita de gamine qui ne voulait pas quitter le nid. Hall déclara aussi que puisqu'elle comprenait le groupe mieux que quiconque, elle ne transmettrait jamais le commandement à quelqu'un d'indigne. Rose croyait qu'Hall était faite pour le poste parce qu'elle ne renonçait jamais et que les gens la suivraient naturellement. Après quelques paroles d'encouragement, Rose mit fin à la veillée et dit à tout le monde d'aller dormir. Hall vit que tous l'écoutaient et les camarades lui assurèrent qu'elle était le bon choix pour adjointe, ce qui la fit rougir comme une tomate. Le lendemain, l'escouade trouva des traces de démons et de monstres dans la forêt et suivit la piste jusqu'à un camp de démons. Le commandant démon remarqua immédiatement leur présence et les interpella. Rose s'avança et lui demanda pourquoi des démons chassaient des monstres sur le territoire humain. Au lieu de répondre, le commandant démon déclara qu'il ne pouvait pas les laisser vivre maintenant qu'il les avait vus. Alors Rose confia le commandement à Hall et fonça droit sur lui. Le commandant lança un sort de vent pour la trancher, mais Rose esquiva à une vitesse prodigieuse et l'envoya valser dans la forêt dense. Toutefois, elle ne porta pas de coup net et sa propre jambe fut entaillée dans la mêlée. Elle décida donc de poursuivre le commandant pour en finir, arracha des arbres entiers et les lança vers lui, l'aplatissant comme une taupe, mais le commandant monta en puissance et la piégea dans une tornade de lames de vent qui allait la réduire en morceaux. Contre toute attente, Rose activa son pouvoir de guérison et encaissa tous les coups de plein fouet, gagnant enfin le respect du commandant démon. Il se présenta comme Nero, dégaina son arme spéciale et promit d'y aller à fond pour en finir ici. Rose remarqua aussitôt que l'épée était imprégnée d'une malédiction. Elle l'évita et renvoya Nero valser jusqu'au camp où il constata que ses soldats démoniaques peinaient face aux troupes de Rose et comprit que les humains n'étaient pas si faibles qu'ils le croyaient. Pourtant, il déclara que leur véritable seigneur s'éveillerait bientôt et mettrait fin à la répression dont il se disait victime. En voyant une aura rouge l'entourer, Rose comprit soudain qu'elle avait fait une grosse erreur et un des démons morts se releva en zombie pour saisir l'un de ses élèves. Même quand elle attaqua, le démon ne lâcha pas prise et lui asséna un coup de marteau à la tête. Ils moururent tous les deux sur le coup. Ensuite, les élèves de Rose tombèrent les uns après les autres. Tout cela à cause de l'épée maudite qui avait rendu les démons extrêmement puissants. Témoin de l'horreur, Rose se jeta imprudemment sur Nero, mais il la paralysa d'un regard, remarquant qu'elle était devenue lisible, plus du tout maîtresse d'elle-même. Quand elle tenta de soigner la blessure, Nero lui expliqua que son épée était maudite et que toute blessure infligée par elle résistait aux soins. Malgré tout, Rose continua, mais fut rapidement remise à sa place, incapable de se défendre. Au moment où Nero abattit son épée, quelqu'un bondit devant et prit le coup à sa place, et elle mourut sur le coup. Rose regarda sur le côté et vit que tous ses subordonnés étaient morts, ce qui lui rappela combien ils avaient eu confiance en ses capacités de guérison avant la mission. À cet instant, elle comprit qu'elle avait été aveuglée par son pouvoir. Lorsque Nero leva son épée contre elle, elle lui arracha l'arme à main nue. Hors d'elle, elle lui fit sa fête à l'ancienne, mais juste avant de l'achever, elle aperçut une jeune Emilia, l'élève impuissante de Nero, incapable de voir son maître mourir. En voyant les yeux embués d'Emilia, Rose y vit son propre reflet et se brisa intérieurement en réalisant que les démons n'étaient pas si différents des humains, puis elle entendit la voix d'Emilia et rampait vers elle pour soigner sa blessure. Cependant, la guérison n'a pas fonctionné comme Nero l'avait promis, et Hall dit à Rose de ne pas gaspiller sa magie car elle était heureuse de mourir en se battant à ses côtés. Elle affirma que les autres ressentaient la même chose juste avant de rendre son dernier souffle, et en voyant la mort de tout son escadron, Rose poussa un cri d'agonie. Plus tard, elle retourna au palais et annonça à tous que le seigneur démon serait bientôt ressuscité, mais la tristesse sur leur visage à propos de l'escouade de Rose était évidente. Rose demanda alors à Lloyd de la démettre de son commandement et de la dépouiller de sa chevalerie, et le roi exauça sa volonté par respect. En rentrant la tête basse chez elle, deux personnes âgées la saluèrent et lui dirent qu'elles étaient les parents de Josh, tombés lors de la dernière bataille. Rose s'excusa de ne pas avoir protégé Josh, mais ses parents la remercièrent d'avoir ramené son corps, car ils purent voir leur fils une dernière fois. Ensuite, Rose regagna sa maison vide, encore pleine de l'équipement de son escadron, et se recroquevilla dans un coin. Un mois entier plus tard, Siglas vint lui rendre visite et Rose lui confia qu'elle songeait à rejoindre ses élèves dans l'au-delà.
Mais Siglas la saisit brusquement, puis la relâcha parce qu'il comprenait qu'elle souffrait. Il remarqua aussi que les blessures causées par l'épée maudite commençaient à guérir, et Rose conclut que la malédiction était temporaire. Cela voulait dire qu'elle pourrait aussi soigner son œil, mais elle refusa parce qu'il lui rappelait son péché. Elle décida néanmoins de continuer à vivre pour que tous ses sacrifices ne soient pas vains, sans savoir toutefois quoi faire de sa vie. Plus tard, elle resta assise dans le salon silencieux et imagina combien il avait été animé autrefois, se reprochant d'être fragile et faible. Elle se demanda comment ses élèves réagirait en la voyant dans cet état émo, puis elle perdit pied et créa une illusion où tous tentaient de la réconforter. Le reste de son escadron apparut aussi et lui dit d'arrêter de pleurnicher et de redevenir elle-même, ce qui lui permit enfin de pleurer et de faire son deuil. Ensuite, elle retrouva son sang-froid et jura de former un nouveau groupe qui sauverait des vies. Elle se mit donc à chercher des recrues pour l'équipe de secours, et aujourd'hui elle dit à Ken que durant toutes ces années, il a été le seul après elle capable d'être efficace à la fois pour soigner et pour combattre, d'où sa certitude qu'il ne mourra pas. Pendant ce temps, les démons ont fini de reconstruire le pont et le chevalier noir est prêt à découper leur corps comme dans Fruit Ninja, mais Emilia les met en garde contre les médecins car elle a vu ce que Rose peut faire, et la perspective d'affronter quelqu'un d'aussi fort le rend encore plus vivant. Quelques jours plus tard, les forces humaines campent près de la frontière et Ken se lève à l'aube pour se vider la tête. Il remarque que Suzune est déjà debout et toute heureuse, elle lui montre sa nouvelle armure en espérant qu'il craque pour elle et la couvre d'attention. Elle révèle aussi que l'armure canalise sa magie du tonnerre tout en lui donnant plus d'agilité. Dans son excitation, elle réveille sa petite étourderie et embête Ken jusqu'à ce que Kazuki arrive et la retienne. Il dit à Suzune que le commandant Sigilas veut les voir, elle part mais promet de revenir pour la saucisse de Ken. Plus tard, Sigilas informe les héros que les démons attaqueront dans 1 heure et qu'on attend d'eux qu'ils percent les lignes de front pour ouvrir un passage jusqu'au commandant ennemi. Une fois en poste, Suzune dit à Kazuki de ne pas jouer au héros. Il lui assure qu'il ira bien. Il la taquine aussi parce qu'elle utilise Ken comme diversion et même en le reconnaissant, elle avoue qu'elle est impatiente de se battre. Kazuki remarque qu'elle a beaucoup changé depuis son arrivée ici et elle répond que c'est grâce à Ken qu'il a accepté sans réserve. À cet instant, l'armée démoniaque apparaît et les mages commencent immédiatement à lancer des sorts en sa direction. C'est alors qu'il découvre que ce n'était qu'une illusion et que le vrai ennemi attaque depuis l'ouest. Pendant que Suzune et Kazuki se dirigent vers l'ouest, Rose envoie l'équipe de secours chercher les blessés et demande à Orga et Yururu d'être prêts à soigner, Haruku assurant leur protection. Quant à Ken, Rose lui dit qu'elle le rejoindra au front si les blessures deviennent plus graves. En quelques secondes, Tong revient avec des chevaliers blessés et l'équipe commence à les soigner. L'une d'elles confie à Ken qu'elle a été attaquée par un serpent géant qui fait encore des ravages sur le champ de bataille, alors que le chevalier noir observe de loin un soldat surgit et le poignarde dans le dos. Non seulement la blessure ne lui fait aucun effet, mais le soldat se blesse mortellement sans que le chevalier noir ne bouge d'un muscle avant que l'homme ne rende l'âme. Un membre de l'équipe de secours le récupère et le chevalier noir se rappelle qu'Emilia lui avait parlé de ses médecins. Ça n'excite que davantage le psychopathe, mais quand il aperçoit une magie de foudre au loin, il décide d'aller voir ça à la place. Plus tard, alors que le camp s'active, Rose dit à Ken qu'il est temps de partir et Ken lui répond qu'il est prêt. En se précipitant dehors, Rose parle à Ken de l'homme en armure noire, dangereux, et cela lui rappelle l'avoir vu en vision. Lorsqu'il s'arrête net, Rose lit son visage et lui demande s'il a en lui la capacité d'ôter des vies. Ken explique que son boulot se limite à sauver des vies, mais Rose le traite d'idiot naïf et lui donne un conseil secret pour survivre si jamais il n'a plus d'autre option, puis elle lui dit de prendre le flanc droit et ils se séparent. Kensuna arrive au front et secourt rapidement un des chevaliers. Sur le flanc gauche, Rose fait de même. Ensuite, Suzuna utilise sa magie de foudre pour vaincre plusieurs démons, mais elle ne peut s'empêcher d'en être un peu attristée. Alors qu'elle décide d'avancer avec Kazuki, le chevalier noir surgit soudainement avec des renforts, glaçant tout le monde. Des soldats l'attaquent, mais leurs coups ne font rien et d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvent blessés. Kazuki tente imprudemment d'attaquer le chevalier noir, mais Suzune le pousse si bien que son coup atteint l'épaule du chevalier. Kazuki lui demande ce qu'elle fait et elle répond que le chevalier noir utilise une compétence appelée renvoi. À ce moment, Kazuki ressent une douleur immense à l'épaule, ce qui confirme sa théorie sur le renvoi. En entendant ça, le chevalier noir s'intéresse à Suzune et la défie en duel. Pendant ce temps, Ken voit soudain la vision de sa mort et ressent une violente douleur à la tête qui faillit lui coûter la vie. Heureusement, le type qu'il avait soigné un peu plus tôt revient pour le sauver. Après l'avoir remercié, Ken fonce au front pour sauver Suzune et Kazuki. Pendant ce temps, Suzune élabore un plan secret pour vaincre le chevalier noir. Et même si c'est risqué, Kazuki accepte.
Avec sa foudre, elle soulève un nuage de poussière et s'en sert de couverture pour attaquer. Mais le Chevalier Noir active le renvoi et renvoie les dégâts sur elle. En revanche, les dégâts portés dans le dos du Chevalier Noir ne sont pas renvoyés. Alors elle demande à Kazuki de retenter le coup. Cette fois, Kazuki utilise sa magie de lumière pour aveugler le chevalier, tandis que Suzune, grâce à sa foudre, devient un éclair et le poignarde dans le dos. Elle en conclut que le Chevalier Noir ne peut pas utiliser Reflect car il n'a pas vu l'attaque venir, alors elle demande à Kazuki d'attaquer le Chevalier de front. Juste au moment où Kazuki bondit, le Chevalier Noir révèle qu'il était en train de rougir et poignarde Kazuki en plein torse tout en renvoyant les dégâts de l'attaque précédente de Suzune. Avec Kazuki au bord de la mort, Suzune réalise qu'elle a merdé et tombe à genoux. À cet instant, elle repense à son époque sur Terre, au premier jour où elle a rencontré Ken. Elle qui cherchait toujours à fuir sa vie, lui qui, au contraire, bossait dur pour tenir son nouveau rôle. Il l'acceptait telle qu'elle était et ça lui donnait l'impression qu'elle pouvait tout accomplir dans ce monde. Mais maintenant, elle est à 2 secondes de la mort quand Ken déboule en courant et assène une gifle au Chevalier Noir. Il regarde alors ses amis, horrifiés mais voyant qu'ils tiennent encore, il se précipite pour soigner leurs blessures. Pendant que Suzuna reprend connaissance, le Chevalier Noir se relève, son masque à moitié fendu et hurle sur Ken. Elle régénère alors son masque et fonce sur Ken, mais Ken attrape ses amis et prend la fuite. Quand le Chevalier Noir rattrape le groupe, Ken s'arrête enfin et Suzune lui explique quelles compétences possède ce chevalier. Cependant, le coup de poing de Ken a, d'une manière inexplicable, fonctionné sur elle, ce qui fait de lui le seul capable de l'affronter. En entendant ça, Ken fonce sur le chevalier, évite ses attaques, comble la distance et lui balance un poing en pleine figure. Une fois de plus, son armure se brise, ce qui la plonge dans une fureur la poussant à attaquer sans retenue. À cet instant, Kazuki se réveille aussi et les deux héros restent bouche bée en voyant Ken tenir tête au Chevalier Noir. À ce moment-là, elle transperce la main de Ken, mais son armure fond, ce qui amène Ken à se demander pourquoi ses attaques ne fonctionnent pas sur lui. Suzanne remarque alors que Ken se régénère en continu, donc à chaque fois qu'il touche le chevalier, il la soigne aussi. Elle finit par comprendre que la plus grande faiblesse du Chevalier Noir, c'est la magie de soin et que Ken la bat en la soignant par accident. En fait, les blessures que Ken inflige sont guéries plus vite qu'elle ne peut lancer Reflect, mais la force pure des poings de Ken lui inflige une douleur immense. Alors que la Chevalière Noire s'effondre à genoux, incapable de comprendre pourquoi son talent ne marche pas, elle sort son arme ultime, furieuse. Ken, qui s'en fiche complètement, fonce droit devant, esquive son attaque et lui envoie un coup de poing en plein ventre de toutes ses forces, qu'il appelle un coup guérisseur. Il lui inflige ensuite une puissante magie de soin qui pulvérise son armure et la met KO, et avec leur commandante capturée, les démons prennent la fuite pendant que Ken est acclamé héros de la guerre. Suzune le remercie de leur avoir sauvé la vie, puis lui demande d'où vient l'idée du coup guérisseur. Il avoue que c'est grâce à Rose qui, quand il avait dit qu'il ne voulait pas tuer, lui avait conseillé d'imprégner son poing de magie curative pour assommer sans ôter la vie. À ce moment, Kazuki annonce que le serpent est passé en première ligne et il décide d'y aller tout de suite. Mais Rose retient Ken et lui demande d'expliquer pourquoi les héros ont failli mourir alors que c'était à lui de les couvrir. Ken lui raconte tout et Rose est surprise qu'il ait réussi à la vaincre seule. Elle lui ordonne ensuite de revenir au camp puisque la situation est sous contrôle, il prévient les autres et repart en courant. Pendant ce temps, Amelia est horrifiée d'apprendre que sa meilleure combattante a été capturée par des humains. Elle interroge son informateur qui lui répond que c'était un membre de l'équipe de secours en uniforme blanc. Elle pense que c'était Rose, mais l'informateur affirme le contraire, si bien qu'elle demande à Hieraluc de rappeler le serpent. Il se replie, admettant ne pas avoir assez de force pour défendre le camp et que les humains n'ont même pas engagé leur commandant low cost, Erwin. Hieraluc accepte de rappeler le serpent, mais quand il tente de le commander, il voit Suzanne et Kazuki plantés devant, prêts à se racheter en l'achevant. Au camp, tout va bien, jusqu'à ce qu'une énorme lumière et un fracas dans le ciel signalent que les héros ont terrassé le serpent. Sur ce, Rose proclame qu'ils ont remporté la bataille, mais avertit que les démons reviendront. Elle attribue le mérite de la victoire à Ken, car sans ses soins aux héros et sans avoir vaincu la Chevalière Noire, ils auraient bien perdu. Pour la première fois depuis des années, Rose affiche un sourire en lui disant qu'elle est fière de lui et tout ce que Ken a traversé paraît soudainement en valoir la peine. Ça lui serre tellement le cœur qu'il a les larmes aux yeux et avoue avoir eu la peur de sa vie sur le front. Pourtant, il est heureux de combattre aux côtés de Rose, ce qui lui rappelle quelqu'un qui lui avait autrefois dit la même chose. Rose se sent enfin rachetée et encense Ken d'être resté en vie avant qu'il ne s'écroule, épuisé, dans ses bras.
Après la guerre, Ken se détend avec Blue dans la remise, repensant à ce moment où le roi l'a porté au nu devant tout le monde. Un de ses hommes vient alors le prévenir qu'il est convoqué au château et qu'il ferait mieux d'être prudent en traversant la ville. Perplexe, il file au château et se retrouve entouré de fans comme s'il faisait une tournée mondiale. Il arrive malgré tout aux portes où Oroku monte la garde et le remercie d'avoir sauvé la vie de ses camarades. Après avoir discuté avec lui, il se rend dans la salle du trône où Sigillus lui dit qu'il a besoin de son aide pour interroger le Chevalier Noir. Quand Ken demande pourquoi, Sigillus explique qu'elle refuse de parler tant que sa condition n'est pas remplie. Elle veut voir Ken. En descendant dans les geôles, Suzanne s'invite en affirmant qu'elle se réserve sa saucisse. Ken lui rappelle qu'elle a déjà perdu contre le Chevalier Noir, mais Suzanne s'énerve en jurant que le combat était injuste. Sigillus révèle alors que le Chevalier Noir utilise une magie noire qui annule les soins, ce qui rend ses coups bien plus violents qu'on ne l'imaginait. Ken demande ensuite à Siglas si elle a reçu des soins médicaux. Mais quand on lui répond que non, Ken se précipite jusqu'à sa cellule pour la voir. Il sait qu'elle est blessée puisqu'elle a encaissé tous ses coups de plein fouet, et quand elle dit aimer la douleur, Suzune plaisante en la traitant de perverse. Ken demande pourquoi elle tenait tant à le voir, et elle répond qu'elle voulait voir le visage de l'homme qui l'a baisé façon Johnny Sins. En entendant ça, Ken demande à Siglas d'ouvrir la cellule pour pouvoir lui faire son injection. Une fois à l'intérieur, il pose sa main pour faire fondre son armure, puis applique sa main sur sa joue pour refermer ses blessures. Quand la guérison opère, elles fond en larmes. Elle n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi bon et lui demande de la tenir un peu plus longtemps pour savourer ce sentiment. Le lendemain, Rose supervise personnellement l'entraînement de Ken, lui rappelant que les démons reviendront et qu'il doit être prêt. Ken croit qu'elle va booster sa magie de soin, mais Rose sourit en coin et lui dit qu'elle va lui foutre un gros coup de poing qu'il devra esquiver. Alors que Ken fuit pour sa vie, il argue qu'il pourra toujours se soigner s'il est blessé. Elle lui rétorque que les blessures d'armes maudites ne guérissent pas. Sur ce, elle le jette en l'air. Il utilise sa magie pour retomber, mais Rose fonce et lui envoie un coup de poing dans le ventre qui le met KO. Plus tard, il se réveille, soulagé de pouvoir enfin se reposer, mais Rose l'attend et lui colle une nouvelle raclée. Après l'entraînement, il croise la Chevalière Noire et se met à râler auprès d'elle sur la sévérité du cours. Elle ne comprend pas pourquoi il se comporte comme s'ils étaient amis. Quand il dit qu'il voulait prendre de ses nouvelles, elle rougit, enfile son armure et lui demande de filer. En sortant, il voit Kazuki pratiquer la magie de lumière pendant que Celia est en pleine extase, très différent du traitement réservé à Ken. Kazuki le taquine alors en disant qu'il a fait pleurer la Chevalière Noire, mais quand Ken s'agace, Celia le réconforte en assurant que même le roi reconnaît ses efforts. Kazuki avoue aussi qu'il serait mort sans Ken, puis réalise qu'il n'aurait pas dû le dire devant Celia. Après le départ de Ken, Kazuki tente d'échapper à Celia, mais elle le saisit par la chemise et exige qu'il lui raconte tout. Pendant ce temps, Ken rentre en espérant que le roi n'ordonnera pas l'exécution de la chevalière et Rose va discuter dans les cellules. Elle dit à la chevalière qu'elle a deux choix, pourrir ici en cellule ou devenir son apprenti. Au début, la chevalière joue les rebelles, mais il ne faut que quelques secondes à Rose avec sa persona terrifiante pour la façonner à sa guise. Rose lui passe même un collier qui bloque tout le mana et la force à accepter la seconde option. Pendant ce temps, Ken fait son footing avec Blue-Ran quand Rose revient et lui passe un savon, d'une bonne claque pour s'être entraîné le jour de repos. Ken voit alors qu'elle porte la chevalière sur l'épaule et panique, mais Rose lui explique qu'elle est venue pour rejoindre l'équipe de secours. Cette nuit-là, elle confie à Ken que, plus tôt avec le roi, son nom a aussi été mentionné. Le roi veut demander l'aide d'autres nations contre l'armée du Seigneur Démon et il a choisi 3 représentants à envoyer à l'étranger, Suzune, Kazuki et Ken, parce que Lloyd estime que ces 3-là sont capables d'accomplir une mission aussi délicate. Le lendemain, Ken va en ville pour acheter un journal et se rend compte qu'il fait fureur auprès des dames. À ce moment-là, Suzune apparaît et commence à le draguer, mais Ken aperçoit Amako et se précipite pour la rattraper. Une fois parvenue à elle, elle lui dit qu'il est temps de lui rembourser sa dette et lui demande de sauver sa mère. Suzanne les rejoint et devient toute excitée en voyant une mignonne demoiselle Renarde au grand agacement de Ken. Il repose alors Amako qui lui demande à parler en privé. Plus tard, la Chevalière Noire commence son entraînement, mais c'est si brutal qu'on croirait qu'elle préférerait mourir. À ce moment-là, Rose surgit et lui claque une tape sur les fesses, ce qui la fait courir encore plus vite. Pendant ce temps, Ken ramène Suzune et Amako chez lui et demande à Amako pourquoi elle lui a montré cette vision où tout le monde avait été tué par la Chevalière Noire.
Elle répond qu'elle n'avait pas le choix, sinon les héros seraient morts et le royaume réduit en ruines. Elle avoue pouvoir voir l'avenir, et quand elle a vu cette vision la première fois, elle a quitté le territoire des hommes bêtes pour chercher un guérisseur. Elle ajoute que sa mère n'ouvre plus les yeux depuis longtemps et qu'elle devait s'assurer que Linger ne tombe pas afin de pouvoir demander à un guérisseur de sauver sa mère. Ken lui demande pourquoi elle n'a pas sollicité Ururu ou Orga et elle répond qu'ils ne peuvent pas se battre. Suzanne lui demande pourquoi elle n'a pas parlé à Rose, mais ça va de soi, il ne lui restait donc plus que Ken, mais Suzanne pense qu'il pourrait ne pas pouvoir y aller parce qu'il a une autre mission. Ken pense qu'il traversera le territoire du peuple abeille pendant son voyage, alors il demande à Hamako d'attendre pendant qu'il en parle à Rose. Rose explique qu'un oracle du temps porté disparu peut déclencher une guerre civile au sein du peuple abeille. Elle part donc informer le roi pour voir s'ils peuvent ne faire quelque chose au sujet de la mère d'Hamako. Quand Ken revient auprès d'Hamako, elle sait déjà ce qui s'est passé grâce à ses pouvoirs, le remercie de son aide et s'en va pour la journée. La nuit, les autres membres de l'équipe de secours mangent comme des animaux, mais la chevalière noire reste assise, regrettant chaque choix qui l'a conduite là. Ken la rejoint et lui offre un carnet, comme Rose lui en avait donné un le premier jour, et cela la fait rougir. Elle poursuivit son entraînement pendant quelques jours. Un jour, Ken la rejoint pour lui remonter le moral et elle comprend alors que c'est un boss de raid. Quelques jours plus tard, elle entend des coups sourds venant de la forêt, zappe l'entraînement pour aller voir et découvre que c'est Rose qui cogne Ken dans le bide. Rose crie après Ken parce qu'il n'esquive jamais ses attaques, mais lui réplique qu'elle change ses coups à chaque fois. Après s'être hurlement disputé, il recommence. Ken l'esquive enfin une première fois, puis baisse sa garde et se prend un coup. Malgré ça, il est tout content. Il a enfin réussi et le chevalier noir est terrifié par jusqu'où va sa folie. Plus tard, alors qu'il se repose, elle lui dit qu'il devient un monstre comme Rose, ce qui lui arrache un sourire en coin. Il lui demande alors comment elle s'appelle, et même si c'est un peu tard, elle avoue timidement qu'on l'appelle Found. Juste à ce moment, Blurine apparaît. Ken est distrait par lui, et Falm est vexée qu'il n'ait pas réagi quand elle a dit son nom. Frustrée, elle file à toute vitesse pour s'effondrer ensuite et s'endormir pendant le repas. Cette nuit-là, Thelm se faufile dans les couloirs et surprend Rose en train d'informer Ken de sa mission. Livrer la lettre du roi. Le lendemain, pendant qu'elle part courir tôt, Ken conduit Hamako dans la salle du trône où Lloyd s'incline devant elle et la remercie d'avoir sauvé le royaume. Il envoie ensuite Ken à la nation de Miel-Arche pour remettre la lettre, choix logique car proche du territoire des hommes bêtes. Plus tard, Welsey lui fournit des renseignements précis sur son itinéraire. Il devra visiter 3 nations pour distribuer les lettres avant d'aller dans le territoire des hommes bêtes aider la mère d'Hamako. Elle révèle aussi qu'elle et les autres héros l'accompagneront jusqu'à la première étape, après quoi il partira avec Hamako et passera les nuits qu'il choisira. Ken choisit Iruku pour première chevalière et elle accepte humblement la mission. Elle lui demande ensuite qui sera le second et il montre son ours Labiubu, Bluran. Pendant ce temps, Felm est en fuite, Rose la rattrape et suppose qu'elle courait vers le territoire démon pour leur parler de la mission de Ken. Pourtant, elle remarque que Flem avait pris un autre chemin, donc elle ne faisait que s'entraîner. Flem lui demande pourquoi elle ne s'inquiète pas que Ken aille si loin tout seul, et Rose répond avec confiance qu'il faudrait une armée juste pour égratigner quelqu'un du calibre de Ken. Elle demande alors à Flem si elle compte suivre Ken dans son voyage parce qu'elle en serait obsédée, mais Flem répond non. Elle en a juste marre de mener une vie aussi dure, ce qui pousse Rose à lui taper les fesses et à déclarer qu'il est temps de l'emmener quelque part de spécial. Ce soir-là, Ken annonce à Felm qu'il part demain et lui lance en plaisantant si elle va s'ennuyer de lui. En entendant ça, Felm s'agace, elle qui doit subir l'entraînement brutal de Rose pendant qu'il s'en va et commence à lui donner des coups. Après son départ, Rose apparaît et dit à Ken que les autres nations méprisent les guérisseurs. Si quelqu'un essaie de le harceler, il a carte blanche pour leur casser la figure. Et elle reconnaît aussi que ce voyage va beaucoup le changer, lui confiant qu'elle attend de grandes choses de lui avant de partir. Cela émeut Ken à nouveau. Il essuie ses larmes et avoue être reconnaissant d'avoir quelqu'un d'aussi formidable que Rose qui place des attentes en lui. Le lendemain, il retrouve Orga et Ururu qui lui souhaitent bonne route. Pendant ce temps, Kazuki et Suzanne disent au revoir à Celia et partent ensemble à la rencontre de nouvelles personnes. De son côté, Rose emmène Film au sommet, surplombant l'obscurité de Linger pour lui faire passer le même test que Ken a brillamment réussi. Ken est dans son carrosse et se retourne pour les voir au sommet, puis regarde ses amis, tout excité de commencer cette nouvelle aventure avec eux. Voilà pour cette vidéo, mettez un j'aime si elle vous a plu et regardez la vidéo affichée à l'écran.